Bonjour à tous. Merci Vincent pour la transition. Je suis content parce que ce matin, j'ai écouté attentivement nos collègues de l'ENISA et je me suis rendu compte qu'on est exactement sur la même compréhension des enjeux et les mêmes propositions de solutions. Je vais essayer de le détailler un petit peu dans la présentation qui suit. Avant tout, quand même, ce qui est important, c'est là. Ce qui est important, c'est ce que disait Vincent, c'est la cybersécurité pour les villes, bien sûr, mais ce n'est pas la finalité. C'est-à-dire que pour nous, c'est un prérequis pour que la ville intelligente soit acceptée pour le plus grand bénéfice du citoyen. C'est ce que disait M. Moreno ce matin, c'est que s'il n'y a pas d'adhésion, s'il n'y a pas d'usage, on aura beau déployer tous les capteurs, tous les systèmes d'information, toutes les interconnexions de plateformes qui vont bien. S'il y a une réticence parce que j'ai une crainte sur mes données personnelles, si j'ai une réticence parce que j'ai peur de transférer, de communiquer, de collaborer avec la ville, ça ne prendra pas. Et on ne pourra pas forcer le citoyen, d'autant plus qu'on rentre dans une phase vraiment très collaborative, finalement à s'épanouir dans une ville intelligente si on n'a pas garanti ça. Donc ça veut dire que la cybersécurité des systèmes, elle doit être pensée dès le début, nativement ou ensuite par des interventions pour fixer, on va dire, des faiblesses possibles du système, d'accord ? Mais on le voit plutôt comme un prérequis pour le déploiement des projets. On ne fait pas un projet de cybersécurité pour faire de la cybersécurité. C'est la cybersécurité au service de la transformation de la ville, plutôt. D'accord ? Moi non plus, je n'ai pas traduit tous mes slides, mais le commentaire sera en français, je pense que vous comprendrez facilement. Juste pour qu'on soit tous bien d'accord, quand on parle de Smart City, c'est bien, j'en parlais ce matin, c'est finalement comment la ville et ses administrateurs et ses usagers peuvent bénéficier des nouvelles technologies, mobiles, smartphones, tablettes, etc., vous connaissez, collaborative, tout ce qui est médias sociaux, et puis solutions aussi de stockage, d'hébergement sécurisé de données, comme le cloud, etc. Comment on peut bénéficier de cette nouvelle technologie pour modifier la qualité de vie, enrichir la qualité de vie proposée dans la ville pour le citoyen. C'est-à-dire une ville qui m'offre plus de souplesse, plus d'informations, plus de collaboration, un transport plus facile, une santé plus accessible, une éducation plus disponible, une information qui collabore et qui partage. Voilà. Mais finalement, on est dans un projet de transformation numérique de la ville. Et c'est exactement les mêmes projets qu'ont les entreprises. Vous connaissez bien tout ce qu'on dit autour de la transformation digitale. Et notre conviction, c'est que cette transformation numérique de la ville, elle ne marche que si elle n'est pas anxiogène. Si elle est anxiogène parce que j'ai peur pour mes données, ou mes systèmes, on a du mal. C'est là que la cybersécurité intervient. Alors, les attentes des citoyens et les enjeux de la ville sont pas exactement, se font écho, mais même s'ils sont un petit peu différents. Alors le citoyen, finalement, quand il réfléchit, on a fait des sondages, on a lu des études, quand il réfléchit à une ville intelligente, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend d'avoir plus d'informations. Plus de sécurité, une meilleure qualité de vie. Alors, meilleure qualité de vie, ça va être lié au dernier point aussi sur l'environnement. Donc, pollution, économie durable, meilleure gestion des énergies, des déchets, de l'eau, de l'électricité, etc. Et évidemment aussi une ville qui lui permet d'avoir accès à peut-être à tout ce qui est emploi et conditions de travail de façon plus aisée. D'accord ? Ça, c'est les priorités qui sortent des études quand on se concentre sur ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui et sur les 5 ans à venir. Quand on parle plutôt aux administrations qui gèrent les villes, et notamment les mégapoles, qu'est-ce qui ressort ? C'est cette volonté d'offrir à mes concitoyens une meilleure communication. Bon, ça match. La sécurité et la safety. Alors voilà, en anglais, on a deux termes, hein, mais c'est bien les deux éléments. En français aussi, bien sûr. Meilleure gestion du trafic multimodal, notamment, et des transports.
faciliter les déplacements au sein de la ville, circulation de l'information, et puis ensuite on tombe dans les utilities, l'énergie, évidemment, électricité, gaz, nucléaire, gestion des eaux, tout ce qui va être aussi loisirs ou mise à disposition des citoyens de ce qui va être activités culturelles, loisirs et information, la santé, qui est au cœur aussi des préoccupations et qui est en plus un domaine réglementé, avec tout ce qui va être données de santé. Et puis, mettre évidemment à disposition de mes citoyens un environnement économique porteur pour pouvoir attirer et développer de l'emploi. Donc voilà les challenges, en tout cas les enjeux auxquels ces deux, finalement, clients de la ville intelligente sont confrontés. Là, je vais passer vite, on en a parlé tout à l'heure, juste avant. Pour répondre à ces enjeux, comment est-ce qu'on interconnecte l'ensemble des systèmes d'information, finalement, et comment pour créer un système nerveux central au sein de la ville qui permet les meilleures prises de décision, qui permet d'offrir aux citoyens connectés la bonne information pour qu'il décide lui-même, c'est quand même lui qui a l'acte, et comment l'ensemble des systèmes d'information collecte et s'échange les bonnes informations pour permettre la bonne prise de décision. Finalement, nous, on compare ça à un système nerveux central. Alors, comment ça marche? Quand on dit système nerveux, ça s'appuie sur plusieurs systèmes d'information que vous connaissez. Alors, j'en cite ici quelques-uns. Il va y avoir tout ce qui est gestion du trafic, gestion des parkings, tout ce qui va être signalisation urbaine, le transport public et privé, gestion de l'énergie, gestion de l'eau, gestion des déchets, gestion des sécurités. Ça existe déjà, mais c'est rarement interconnecté. Il y a très peu de cas où il y a une plateforme centrale. Alors, on en parlait tout à l'heure, et M. Moreno disait la plateforme centrale, ce n'est pas l'enjeu. Ce n'est pas l'enjeu, mais c'est l'enabler. En tout cas, c'est un prérequis. C'est-à-dire que c'est l'outil sur lequel on va quand même s'appuyer pour permettre la bonne prise de décision. D'accord ? Donc on a besoin à un moment, si on prétend offrir les bons outils de décision, de pouvoir interconnecter l'ensemble de ces agences ou de ces systèmes qui aujourd'hui existent, mais ne collaborent pas forcément. D'accord ? Donc il y aura bien un centre de commande et contrôle central qui permettra de consolider et processer l'ensemble des données qui vont venir de ces systèmes. Et il s'appuie sur des éléments de communication. Alors j'en recense 3 qui nous semblent importants. Il va y avoir tout ce qui est système de M2M, donc les réseaux entre machine à machine, d'accord, qui vont être enrichis avec des protocoles de communication particuliers, qui vont être enrichis par des capteurs, qui eux aussi fonctionnent sur des protocoles plus ou moins compatibles, plus ou moins interopérables, et en tout cas qui doivent être sécurisés. Alors les capteurs, quand on regarde un peu plus près, finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui est prévu comme type de capteur? Il y a tous ces capteurs sur le climatique, variation de température. Capteurs sur les niveaux de pollution, qui permettront de déclencher en priorité, par exemple, des solutions de transport, plus ou moins en ligne avec les degrés de pollution. Capteurs sismiques, ce matin, on a eu des questions sur aurait-on pu prévoir, détecter ce qui s'est passé sur la Côte d'Azur il y a quelques jours. Si on se projette dans un avenir idéal où on installe des capteurs sismiques et tout ce qui est aussi, il s'appelle en anglais flood conditions, donc tout ce qui est inondation, ces capteurs-là sont censés remonter de façon proactive l'information qu'il y a une variation importante des niveaux ou des vibrations sismiques, et l'agence de contrôle de la ville intelligente pourrait idéalement anticiper des mesures, non pas de stopper l'inondation ou pire, mais peut-être prévoir des mesures de déclenchement pour prévenir, informer les populations concernées dans les zones urbaines concernées, prendre des mesures sur le transport, prendre des mesures sur les évacuations, etc. D'accord ? Donc les capteurs sont vraiment là pour permettre de collecter l'information
et ensuite la transférer au centre de contrôle. D'accord ? Et puis derrière, il y a tout ce qui va être open data. Donc là, on tombe sur le cœur du sujet, c'est ça ne marche que si les informations sont captées, partagées, et on retombe sur la présentation juste avant la pause. Ça ne marchera que s'il y a aussi un accord du citoyen pour collaborer et accepter qu'il y ait une partie de ces données, et j'ai beaucoup aimé votre présentation, qui soit transmise volontairement, et une partie des informations qui soit transmise finalement en shadow ou à son insu, à condition que ce soit acceptable. Et c'est à condition que ce soit acceptable, c'est-à-dire on rentre tout de suite dans un enjeu de respect de la vie privée et des données qui sont fournies à la ville intelligente. Si le citoyen qui est au cœur de l'activité de la ville n'accepte pas cette utilisation et cette transmission de ces données personnelles, alors l'adhésion au projet ne sera pas là. Donc ça, c'est très important de mesurer le taux d'acceptabilité de l'open data, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? En fait, je vais passer... Bon, je vais le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on propose ? C'est que pour que ce soit acceptable, finalement, il faut rassurer le citoyen sur le fait qu'on va garantir, que la ville intelligente va garantir la protection de ce qui, aujourd'hui, a le plus de valeur, c'est les données critiques. Dans la cybersécurité, aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas d'une protection périmétrique d'un système informatique ou d'un réseau. Ça existe, c'est nécessaire, c'est ce qu'on fait depuis des années, mais ce n'est pas suffisant. L'étape aujourd'hui, c'est de dire, je suis capable de cartographier, d'identifier les données qui sont vraiment sensibles, qui ont de la valeur pour vous, que ce soit pour la ville, pour les entreprises, pour les administrations et pour le citoyen. Et je vous garantis que ces données-là vont être sécurisées, protégées, chiffrées. La solution technique, peu importe. Et que si vous décidez, vous, de ne pas partager ces données sensibles, alors vous avez les clés. Et on doit vous garantir le privacy, en tout cas le respect de la confidentialité des données personnelles. Ça, c'est très important. Donc, la cybersécurité, c'est fournir les bons outils pour protéger la donnée sensible. D'accord ? Donc, nous, on travaille avant tout là-dessus. Ça veut dire qu'il y a, à nos yeux, 5 enjeux en cybersécurité. Donc, c'est couche numéro 1, je sécurise ce qui soutient mon système, c'est-à-dire les capteurs, les objets connectés. Donc, tout ce qu'on appelle Internet des objets, connected device, tous les sensors, etc. Le premier challenge, c'est de dire c'est ça qui va alimenter le système. D'accord ? Si à l'essence même, ça c'est pas sécurisé, si l'information qui remonte est soit tronquée ou falsifiée ou piratée, il y a un problème dans le système même. Donc, étape numéro 1, je sécurise l'équipement. Et donc ça, c'est en collaboration avec les constructeurs et installateurs, intégrateurs de ces équipements, des objets connectés, de s'assurer que c'est sécurisé dans l'architecture même, nativement. Donc c'est du secure by design, d'accord ? Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a déjà énormément de devices qui sont installés, qui ne sont pas sécurisés. Eh oui, et on le sait. Donc là, c'est laborieusement travailler avec eux pour... C'est plus du secure by design, nativement, c'est faire des interventions avec des experts en cybersécurité pour aller faire des tests de vulnérabilité, des tests de pénétration, peut-être auditer le code et travailler pour sécuriser via une intervention ad hoc. C'est long, c'est pénible, il faut être exhaustif, c'est compliqué. Ça, c'est une première route. La deuxième route, c'est de faire un renouvellement des équipements. Et je pense que c'est malheureusement un petit peu trop idéaliste. Donc, on aura à gérer cette hétérogénéité des systèmes, des sous-bassements de la maison. On aura des sous-bassements cyber-secured et des sous-bassements un peu moins secured. Ça, c'est important. Enfin, il faut le reconnaître. Une fois que j'ai sécurisé les objets, les capteurs, je sécurise le deuxième niveau, les communications entre capteurs et systèmes d'information, ou entre les systèmes d'information. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir sécurisé la source, il faut qu'ensuite on assure que la communication et le transfert des informations vitales soient sécurisés. Donc ça, c'est
c'est du sécurisation des réseaux, qui est un métier qui est bien connu. Donc on rentre dans ce deuxième niveau de sécurité sur les réseaux. Le troisième, on a dit, maintenant je me suis doté des outils pour capter l'information. On parle de big data, on parle de prise de décision, mais à condition que les données qui sont collectées, qui sont processées, soient fiables, soient sécurisées. Si vous faites des tris massifs statistiques ou mathématiques sur des grands volumes de données corrompus, les décisions que vous allez prendre seront erronées. Les décisions sur lesquelles va s'appuyer la ville pour prendre des décisions de transport ou autres vont être erronées. Donc il est important que l'infrastructure qui opère, qui soutient le big data, soit sécurisée elle également. Sinon, en fait, on a un risque de corruption ici. Donc la troisième recommandation qu'on fait en termes de cybersécurité, c'est de dire je dois aussi m'assurer que les infrastructures constituées et opérées pour les analyses de données soient sécurisées. D'accord. Alors la façon de processer les données également, et la façon de stocker les données également. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit quand on parle de projets de transformation digitale avec des OIV, des administrations, des acteurs de la défense et des villes? Bien sûr, je vais vouloir bénéficier des solutions de cloud computing, etc. Et puis à un moment, il y a un frein qui arrive qui dit « Ah oui, mais là, je risque d'exposer certaines de mes données. Certaines données seront publiques ou avec un niveau de criticité faible, donc je peux les stocker, je ne suis pas trop sensible. Et certaines données sont vraiment sensibles, critiques. J'aimerais avoir une solution qui me garantisse que le stockage, l'hébergement est sécurisé. Comment je gère cette demande? Donc, il faut être capable de proposer des solutions de stockage des données dans des data centers sécurisés. Et donc, on peut faire des partitions. Je peux stocker une partie de mes données à droite, une partie de mes données à gauche, etc., pour répondre à cet enjeu-là. C'est un des principaux freins qu'on voit aujourd'hui sur l'adoption du cloud, que ce soit du cloud souverain, du cloud privé, etc. Et pour finir, c'est quelque chose qui ne se fera pas tout seul. C'est quelque chose qui ne marchera que si on arrive ensemble à monter des partenariats entre l'ensemble des parties prenantes industrielles, de la ville et des administrations, avec un support politique majeur, je pense que c'est important, et qu'on ait l'adhésion des citoyens. D'accord ? Donc, ce qu'on a voulu représenter là, c'est un petit peu l'écosystème. Et aujourd'hui, de par les différents projets qu'on a menés, on se rend très bien compte que ça ne marche que si on travaille avec les opérateurs télécoms, les acteurs de l'énergie, également, par exemple, les acteurs de tout ce qui est outdoor advertising, des gens comme, par exemple, JC2Co, qui est un leader français mondial, qui équipe les villes, qui fait un maillage, contribue aussi à créer ces villes intelligentes et à ces villes plus agréables. Mais pourrait très bien contribuer à faire une ville intelligente et sécurisée. D'accord ? Évidemment, on va retrouver à droite tous les gens qui vont intervenir sur le développement, l'intégration, la construction même des systèmes d'information qui sont requis, et les gens qui font les équipements et les objets connectés. D'accord ? Et puis, la cybersécurité, je l'ai mise en bas, bien sûr, mais, comme je disais en introduction, que comme un prérequis ou une composante clé du projet pour garantir l'adhésion du grand public et des industriels. D'accord ? Donc, le message, je pense, qui est important ici, c'est de dire on arrivera à créer ces villes intelligentes et à rassurer le public si on travaille ensemble, avec l'ensemble des parties prenantes, et si on a bien en tête que la cybersécurité, avec tous ces enjeux, on doit l'intégrer en amont aussi vite que possible. D'accord ? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va